Adieu le bruit de la mer et bonjour celui des couloirs. Alors qu'écoliers, collégiens, lycéens et étudiants ont repris le chemin de l'école, celui que Shannon et moi avons repris est celui des podcasts. Car oui, entre nous, votre émission d'échange d'idées sur la culture est de retour pour une nouvelle saison, mais cette fois-ci également en audio. Le principe, pendant une vingtaine de minutes, nous revenons sur une œuvre, nous la contextualisons, mais surtout nous la développons. Enfin, ça, c'est ce qu'on fait habituellement, car pour cette rentrée, on vous propose une sorte de hors-série avec une invitée qui sera là pour discuter avec nous de son œuvre. Bienvenue sur Entre nous. Et comment débuter cette aventure sans celle sans qui entre nous n'aurait aucune saveur? Shannon, comment ça va? Comment tu te sens cette rentrée? Un peu stressée, mais franchement très, très, très excitée et euphorique. Et aujourd'hui, Shannon, nous avons une invitée de marque. En effet, on accueille aujourd'hui Miana Bayani, une connaissance, une amie même maintenant, qu'on connaît depuis 2014, qu'on a rencontrée sur le forum Devenir écrivain. Ça remonte, voilà. Et depuis, on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, on suit les projets de chacun et chacune. Et aujourd'hui, on va parler de son 4e livre, Payerali. On avait déjà parlé de son 2e livre dans un Hebdo des écrivains, ça remonte un peu, il y a quelques années. Donc c'était Evaron, on en avait parlé dans l'Hebdo des écrivains numéro 9. Et cet été, dans la recommandation culturelle du week-end numéro 43, j'avais parlé de Sur ma route, son 3e roman. Mais aujourd'hui, on part sur le 4e, Payerali, sorti en 2021, est un roman dévoilant l'histoire d'à la fois Sophia et Ewen, deux jeunes étudiants de l'université de Nanterre qui se rencontrent au club universitaire de boxe. Et alors que leurs chemins se rejoignent et s'entremêlent, ils avancent ensemble en quête de sens et de paix, portant sur leurs épaules de jeunes adultes la même question: le pardon peut être plus grand que la colère. Bonjour Miana, ravi de te recevoir aujourd'hui, comment tu vas? Bonjour Florian, bonjour Shannon, ça fait vraiment très plaisir d'être là avec vous. Comme tu disais Shannon, on s'est rencontrés sur Internet il y a des années. J'étais au début de l'auto-édition, vous étiez au début d'Instinct d'écrivain et du coup on s'est suivis mutuellement pour voir comment est-ce qu'on évoluait dans nos projets. Et là c'est vraiment quelque chose d'être là aujourd'hui avec vous et de parler de mon 4e roman déjà. Donc je suis vraiment super contente d'être là et de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Franchement, c'est une histoire d'amour en fait, tous les deux. Plus qu'une histoire d'amitié d'ailleurs, parce que c'est vrai on était proches par les réseaux. Je pense que tu es notre plus grande fan. Tu nous suis, on te suit, on se fait de la promo mutuellement. Ouais. Et il faut savoir que c'est la première fois qu'on se parle en visio avec Miana. C'est incroyable. En vrai, surtout. C'est vrai qu'on a entendu un long moment. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une belle occasion. On l'a créé, donc c'est chouette. Exactement, donc on va évoquer bien sûr Payerali dans quelques instants. Simplement pour contextualiser l'œuvre, on va préciser par rapport au magnifique résumé que Shannon nous a proposé que Sophia est de confession musulmane. Et cette question de la religion est présente, et même très présente, dans le livre, la place de la religion dans la société. Et à ce sujet, une étude est parue récemment, notamment sur la question de la tolérance par rapport aux différentes communautés religieuses. Donc une étude publiée par le ministère de l'Intérieur qui a recensé le nombre de faits racistes et xénophobes. Alors xénophobes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des personnes qui sont hostiles à ce qui vient de l'étranger de façon générale. Donc on a constaté selon cette étude une baisse du nombre de ces actes, une baisse de près de 26%. Il y a quand même eu 1461 faits recensés. Il faut savoir que c'est une sous-estimation, bien sûr, de la réalité, parce que tous les faits ne sont pas notamment recensés auprès des commissariats. Certaines personnes n'osent pas en parler. Il demeure néanmoins que cette baisse est masquée en partie par le confinement, ce qui fait que ça a pendant plusieurs mois fait baisser drastiquement ces chiffres. Il demeure malgré tout que, malgré cette baisse, les préjugés ont la vie dure dans la société, car notamment 59% des personnes interrogées estiment que l'islam est une menace contre l'identité de la France, contre 62% en 2019, mais également que 45% des individus pensent que les juifs ont un rapport particulier à l'argent, et 33 d'entre eux estiment que les enfants d'immigrés nés en France ne sont pas vraiment français, un chiffre qui est là également en baisse. Alors bon, ce bilan qu'on pourrait
estimé comme étant positif est quand même terni par la hausse très importante des faits racistes visant la communauté musulmane qui a été contenue, comme je le disais, pendant le confinement. Ces actes ont quand même bondi de 40% lors du dernier trimestre, malgré une petite baisse lors de la fusillade du professeur Samuel Paty. Mais ces actes islamophobes, notamment recensés par les autorités européennes, représentent dans la société 16% des faits racistes contre 8% en 2019. Alors, c'est vrai que ces faits sont beaucoup relayés sur les réseaux sociaux, notamment Yana, tu en as aussi fait les frais encore récemment. Et est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a un changement de mentalité ou qu'on va plus vers une société tolérante, alors qu'il faut quand même le savoir, la France se targue d'être un pays très ouvert envers toutes les religions. Oui, le pays des droits de l'homme, comme on dit, c'est, je pense, une réalité qui est depuis longtemps mise de côté. Je pense, c'est assez pessimiste peut-être ce que je vais dire. Je ne pense pas qu'on aille vers une société plus tolérante en un sens, parce que depuis quelques années, j'ai remarqué qu'on normalisait des comportements racistes, des propos racistes, notamment de la part de notre gouvernement, qui en faisait une opinion en fait, qui fait du racisme une opinion, alors que le racisme est en délit, c'est dans le code pénal, c'est condamné par la loi. Et du coup, il y a une normalisation de ces comportements-là qui entraîne comment dire, une impunité. Et donc, il y a beaucoup de personnes, tant, comme je disais, dans le gouvernement, des hommes ou des femmes politiques, mais aussi des citoyens, citoyennes lambda, qui vont se permettre des comportements islamophobes, racistes, xénophobes, alors qu'ils n'ont aucune raison de pouvoir le faire parce que ce sont des délits et c'est condamné par la loi, comme je disais. Donc, je pense qu'il y a toute une atmosphère vraiment très malsaine pour ça et qui fait qu'on est souvent submergé par des actes islamophobes. Enfin, pour moi, c'est ça. Sans aucune porte de sortie possible ou échappatoire, parce que c'est dans cette ambiance nationale de normalisation. Ça veut dire qu'en fait, finalement, c'est plus à nous, citoyens, de faire changer cette mentalité plutôt que l'État qui n'en est peut-être pas capable, ou alors qui fait même de la récupération politique. Alors que finalement, bon, bah, c'est vraiment que sur papier qui lutte contre ces actes-là. Je me demande même si sur papier, ils luttent contre ces actes-là. Tu as dit que peut-être que l'État n'en était pas capable. Je pense que c'est plutôt une question de volonté. Et la volonté n'est clairement pas à la lutte contre l'islamophobie en France actuellement, d'un point de vue de notre gouvernement en tout cas. Chanel? Oui, je suis vraiment très attristée par ça. Et quand j'ai lu Payer Ali, ça m'a mis en colère. Je suis très en colère pour plein de choses. Enfin, je pense qu'en tant que jeune aujourd'hui, j'ai l'espoir qu'en tant que jeune, on prenne conscience de plus en plus de ça et que du coup, sachant qu'on est la génération future et qu'on puisse améliorer la suite. Après, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je pense qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est vrai que Payer Ali, c'est un livre, tu parles de tout ça, mais que ce soit du racisme ordinaire ou même parfois du sexisme ordinaire. Mais c'est vrai que j'ai été atterrée par certains comportements. On va dire que je pense qu'aussi il y a une histoire d'éducation, hein, bien sûr, mais les réflexions que Sophia se prend à longueur de journée, il y a des moments où j'ai dû fermer le livre et dire mais moi ça me viendrait même pas à l'idée de dire quelque chose comme ça. Pourquoi je pense particulièrement au moment où Sophia a fait de la boxe et s'est pris un mauvais coup et a fini avec un gros bleu sur la joue. Et étant voilée, elle se fait arrêter par une dame dans la rue qui lui dit: est-ce que vous vous êtes battue par votre mari? Bon, bonne initiative, on va dire, hein. Ça part d'un bon sentiment. Puis Sophia, elle répond: non, moi j'ai fait de la boxe et j'ai pris un mauvais coup, c'est tout. Et là, la dame qui lui répond: ah, tant mieux, c'est vrai que, bon, vu que par rapport à votre. Et puis là, elle hésite en fait. C'est pas moi qui hésite, c'est vraiment elle qui hésite parce qu'elle n'ose pas le dire, elle n'ose pas dire le mot voile, le mot foulard. Et comme si ça avait une importance, comme si. Non. Et en fait, je me dis: mais pourquoi tu t'es pas arrêtée là? Pourquoi tu t'es sentie obligée de commencer cette phrase qui
n'a aucune pertinence, et on se dit aujourd'hui, en fait, plus je lisais le livre et plus je me disais, mais je sais que ça existe, mais je trouve ça surréaliste que encore aujourd'hui, en 2021, on vive des choses comme ça. Et je trouve que déjà en tant que femme, on vit des choses qui sont insupportables, mais alors quand on a la double peine d'être femme et d'une origine différente, d'une couleur de peau différente, d'une religion différente de la normalité que veut la France, en fait, on se prend 2 fois plus et c'est terrible, terrible. Ouais, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'était pour que les personnes non concernées, je dirais, comprennent ce que nous, les musulmans et les musulmanes, mais surtout les musulmanes, parce que surtout les femmes qui sont visées dans les actes islamophobes en France, mais pour que les personnes non concernées comprennent ce que nous vivons au quotidien. Et je ne sais pas si elles peuvent le comprendre vraiment, parce que je pense qu'il faut vivre quelque chose pour le comprendre, mais au moins avoir un aperçu et se rendre compte que bah, c'est des petites remarques tous les jours. C'est des remarques qui peuvent venir d'inconnus dans la rue, qui peuvent venir de notre entourage, de nos amis. Souvent, il n'y a pas de mauvaise intention et pourtant, c'est quand même déplacé, c'est quand même insultant, c'est quand même islamophobe. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et donc, ça me fait plaisir d'entendre que bah, ça marche, quoi. Et que tu t'es rendu compte de certaines choses et que tu étais en colère et choquée parce que c'était ça que je voulais provoquer aussi. C'est vrai que moi, ça m'a d'autant plus touchée, je pense, parce que Sophia, ça reste, du coup, elle rentre à la fac, elle fait son entrée à l'université. C'est quelque chose qui est encore pas si loin de moi. Ça fait que 4 ans que je suis dans l'enseignement supérieur et les souvenirs de cette rentrée sont vifs. Et j'ai trouvé que quand je suis rentrée à la fac, c'était tellement différent, un monde, mais à part. Non seulement parce que je déménageais de la campagne, j'allais en ville, mais en plus de ça, se rendre compte que, en fait, on passe de collège-lycée où il n'y a aucun signe religieux, où personne, les femmes, les filles, on va dire, musulmanes ne peuvent pas porter leur foulard. Et là, d'un coup, on arrive dans l'université où chacun s'habille comme il veut, même sans parler de religion, chacun a son style vestimentaire. Et je trouve ça tellement beau, cette diversité, tellement beau. Et moi, l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à la fac, c'était une femme musulmane qui portait un foulard. Et elle m'a énormément touchée ce jour-là parce qu'elle était tellement souriante. Et quand j'ai lu Payer Ali, j'ai tellement pensé à elle. J'ai plus de contact avec elle parce que nos chemins se sont séparés. Et voilà. Mais elle était, pour moi, c'était Sophia. Elle m'a fait tellement penser à Sophia que j'avais l'impression de nouveau être avec Sophia à l'université et je me disais mais tous ces comportements c'est pas possible. Enfin c'est vrai que du coup moi j'ai pas été témoin de ces comportements là, mais c'est vrai que c'est très dur et c'est assez réconfortant de voir que dans Payer Ali elle rencontre Ewen, elle rencontre des gens, Eva, Aaron, Naël, etc., qui sont là, qui apprennent aussi, comme en fait un peu dans notre position avec Florian ou d'autres lecteurs, où on apprend et on se réveille un peu et on se rend compte des choses, quoi, de la réalité des choses. Ouais, c'est exactement ça. Dans le roman, il y a Sophia qui rencontre, bah, comme tu disais, certaines personnes à la fac et ces personnes-là vont jouer le rôle euh, de, de personnes qui posent des questions pour savoir certaines choses euh, et qui ensuite amènent des discussions. Et c'est comme tu disais, j'ai écrit ça pour que les personnes qui le lisent puissent ensuite bah, avoir des réponses à peut-être aux questions auxquelles qu'ils se posent aussi, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Et donc, c'est vraiment un but pédagogique dans ce sens-là aussi. Et en même temps, ça reste quand même une belle histoire, et quand même une histoire d'amitié, une histoire un peu d'amour. C'est vrai que ce n'est pas seulement, c'est pas un documentaire non plus, on va pas aller jusque-là. C'est pas non plus une grosse réflexion sur la religion. Voilà, il y a ton envie d'engagement, ton envie de faire comprendre déjà aussi je pense, d'offrir aux femmes musulmanes une histoire dans laquelle elles peuvent s'identifier.
parce que Dieu sait que la plupart des histoires, que ce soit films, séries, livres, etc., vous êtes en minorité et c'est bien triste. Mais du coup, donc offrir ça et en même temps réveiller les consciences. Et du coup, mais à côté de ça, on a quand même une belle histoire, une histoire sur la vie, la famille, les valeurs. Et c'est très beau. Enfin, moi, j'ai adoré jusqu'à la fin. Comme je parlais tout à l'heure des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour que des femmes musulmanes, les jeunes filles, jeunes femmes musulmanes puissent se reconnaître dans une histoire. Parce que moi, je lis depuis toujours, je lis depuis que je sais lire. Et la première fois que j'ai lu l'histoire d'une jeune femme musulmane, j'avais 22 ans et que je me cherchais dans mon identité musulmane et que j'avais rien autour de moi comme contenu éducatif ou culturel ou de livres, de séries, de films où je pouvais me reconnaître en fait. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Et j'aimerais par ce livre que des femmes musulmanes puissent se reconnaître dans une histoire, puissent se sentir représentées. Et tu disais qu'on est souvent en minorité dans tout le contenu culturel, mais je dirais même mal représenté parce que quand il y a des musulmans et des musulmanes dans une histoire, on parle de terrorisme, on parle d'immigration, on parle de... Et stop, en fait, les musulmans et les musulmanes sont aussi des personnes normales. Je suis là, je vais à la fac, je fais ma vie, j'ai rien à voir avec toutes ces thématiques-là. Et il y en a marre, en fait, d'avoir que ce son de cloche, que cette image-là. Et c'est aussi pour casser un peu avec ça que j'ai écrit l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui est complètement ordinaire. Et elle n'a rien de plus que les autres. Et c'est un compliment de le dire. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai écrit cette histoire. Ouais. Donc oui, du coup, comme tu le disais, Shannon, tu parlais d'identification par rapport aux femmes de confession musulmane, mais je me suis aussi senti concerné par cette histoire. Je me suis identifié à ceux qui posaient justement des questions par rapport à la situation de Sophia, parce que on l'entend dans les médias ou même par différents récits de proches, mais on ne la comprend pas spécialement. On l'entend bien, on sait que ça existe, on compatit, mais on ne sait pas, enfin, on pense savoir pourquoi, mais au fond, pas vraiment. Et ce livre, en fait, permet d'avoir le point de vue de la personne qui est victime des réflexions, des remarques, des gestes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre et qui a fait que j'ai été pris dès le début. Alors, déjà, il faut savoir que l'histoire a lieu à Paris-Nanterre et j'étudie à Paris-Nanterre, donc forcément, je reconnaissais les couloirs, là où elle allait. J'étais vraiment projeté très rapidement dans le récit. Mais au-delà de ça, malgré tout, peu importe l'université, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment prenante, était émouvante. J'ai été ému à plusieurs reprises par certains passages, certaines paroles. Il y a même une seule phrase qui m'a fait pleurer, vraiment. Mais j'étais peut-être fatigué, mais vraiment, je pleure facilement. Mais là, j'ai trouvé que la phrase, elle avait tout son sens. Je peux pas la dire parce que ça va dévoiler beaucoup trop de choses sur l'histoire. Peut-être que vous la retrouverez, mais si on est attentif à la relation entre les personnages, il y a une phrase qui marque une transition importante dans leur relation. Et j'ai trouvé en fait que il y avait pas mal d'intrigues, mais pas trop. Pour un lecteur comme moi qui lit pas beaucoup de livres, je suis facilement l'histoire. Je lisais, j'ai tellement pris que des fois, je me suis surpris à lire 100 pages d'un coup. Je fais, ah ouais, quand même, j'ai bien avancé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant. Donc franchement, bravo. Moi, je voulais déjà le dire, Niana, que j'étais vraiment pris par cette histoire. Shannon, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir sur ce que tu dis. Mais ce livre m'a fait pleurer un nombre incalculable de fois et j'ai ri un nombre incalculable de fois aussi. Il faut croire, enfin, faut le dire, il y a un plot twist, on va pas spoiler, mais il y a un plot twist de fou malade dans ce livre. Et la semaine dernière, je rentrais de Besançon dans le train et j'ai lu ce plot twist dans le train. Et pire erreur, je crois, parce que du coup, j'étais en train de pleurer dans le train, toute seule. C'était j'ai beaucoup pleuré. Enfin, c'était un peu pathétique, hein, du coup, d'un point de vue extérieur. Mais en plus, j'avais la musique dans mes oreilles. Et à ce moment-là, il y a eu une chanson très triste qui est sortie dans mes écouteurs. Et je suis non, mais là, au bout d'un moment, il faut se stopper, là. Hein, la musique qui se met aléatoirement comme ça, non. Surtout qu'en plus, bon, du coup, j'en parle rapidement, mais... dans Payer Ali, il y a des personnages de ton deuxième livre, Evaron, que j'avais beaucoup aimé, dont je me souviens pas beaucoup sur toute l'histoire, mais juste ils m'ont marqué. Et c'est tellement émouvant de les revoir et de les voir faire partie de la vie de Sophia. Et à un moment donné, il y a une grosse référence à
à Eva Ron et j'étais là, mais genre, je pleurais, puis après il y a eu le plot twist et j'étais là, non mais au bout d'un moment, il faut se calmer. Et vraiment, voilà, comme je l'ai déjà dit je crois qu'on a parlé de tes livres, t'as un style d'écriture qui est qui est fluide, qui permet de lire très vite, qui se lit facilement, c'est pas lourd. Pourtant, là, je sais que c'est un sujet assez lourd que tu abordes. Tu enchaînes des scènes qui sont très dures. Et en même temps, ton style d'écriture contraste et permet de digérer plus facilement les informations et d'avancer. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et je change un peu de sujet, mais hier, j'ai vu une amie et je lui ai parlé de ce livre et je lui ai dit, mais franchement, il faudrait que tu le lises, il est trop bien. Moi, j'adore, il y a une petite histoire d'amour. En plus, on kiffe, quoi, toujours. Hein. Et je lui ai dit, mais par contre, ce qui est terrible, c'est que je lisais, je trouve que c'est pendant la semaine, et je me suis dit vraiment, j'ai fermé le livre et je me suis dit, mais avec ce livre, je me rends compte que tout ce que je sais de la religion musulmane, il n'y a rien qui n'est pas diabolisé, en fait, qui n'est pas diabolisé par les médias, par ce qu'on entend dans les réunions de famille, dans la rue, ou ça. Et en fait, je trouve ça tellement triste parce que nous, en plus, on vit dans un pays où, à la base, c'est un pays catholique. Et du coup, bah, à l'école, on va en parler. Les fêtes religieuses, Noël, Pâques, ça fait partie des jours fériés. Et donc, on va en parler. Et finalement, je sais énormément de choses sur le christianisme. En plus, en étudiant des lettres, la plupart des textes classiques sont des textes qui font nombre référence à la religion catholique. Mais là, je me suis dit, mais en fait, je sais rien de la religion musulmane qui n'est pas diabolisée. Et je trouve ça tellement triste. Je me suis dit, mais donc merci pour ce livre aussi, parce que ça me permet d'en apprendre. Et une chose qui est très bien avec ce roman, c'est qu'il y a l'histoire, il y a le roman. Et en plus, ça, à la fin, tu as fait le travail immense, je pense, de faire un dossier à la fin sur des questions sur lesquelles débattre, sur des références juridiques, par rapport à des situations que vit Sophia. Et je trouve ça très très bien parce que ça permet en fait de donner des références, de donner la vérité sur certaines choses. Et comme quoi on peut pas tout se permettre et la loi l'empêche, même si on l'interprète comme on veut. Et ça aborde aussi la notion de laïcité qui est en fait une notion tellement floue en France, tellement mal interprétée, qu'on interprète un peu comme on veut, suivant les endroits où on est. Et c'est compliqué aujourd'hui d'agir de façon... quand on sait pas les choses, c'est compliqué d'agir. Et le fait de lire ce genre de roman et de se documenter, je pense, au-delà de ça, ça permet, je pense que ça permettrait d'avancer plus facilement. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Tu parlais du fait de connaître que des choses diabolisées par rapport à la religion musulmane. Je pense que l'une des raisons qui font qu'on en est là aujourd'hui, c'est qu'on donne jamais la parole aux concernés, c'est-à-dire aux musulmans et aux musulmanes. Parce que moi, je vais pas dire les mêmes choses que tel homme politique qui a envie d'avoir des voix pour telle élection à ce moment-là. Ça va être complètement deux discours différents et le discours des personnes concernées, on n'entend jamais. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là. Tu disais que c'était pas, que c'était pas un documentaire. Bah non, c'est pas le cas parce que l'idée, c'était de rendre ça aussi attrayant par un côté un peu sympa, un roman, ça se lit vite, c'est fluide, etc. Et en même temps, on apprend plein de choses. Ça, c'était le but, quoi, de faire, de pouvoir fournir ce contenu-là. Et par rapport au dossier pédagogique, c'était un travail important, je trouvais, de le mettre à la fin du roman parce que moi, j'aime pas quand on a juste du négatif. En fait, là, l'idée, c'était de décrire un roman difficile, comme vous le disiez tous les deux, avec des scènes difficiles, avec des choses difficiles. Mais à la fin, je veux pas que les lecteurs et les lectrices qui me lisent referment le roman, passent la nuit à pleurer et savent pas quoi faire, se sentent coupables parce que peut-être que parfois ils ont posé des questions islamophobes, ce genre de choses. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'était que des personnes lisent ce roman, le referment et se disent, OK, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle pour changer les choses? Et ben, la réponse, elle est dans le dossier pédagogique. C'est poser les bonnes questions, s'abstenir de poser des questions indiscrètes, connaître la loi aussi. Comme ça, quand on assiste à des scènes islamophobes, on peut réagir en disant vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est des petites choses, mais en fait, ça fait toute la différence.
Et c'est ça que je voulais, c'était de l'espoir, en fait, de l'optimisme et montrer que la situation n'est pas immuable et que chacun et chacune à son échelle peut faire changer les choses. Et c'était pour ça que j'avais vraiment envie de mettre ce dossier pédagogique à la fin du roman. Oui, franchement, je n'imagine pas le travail que ça a dû te demander en plus de la rédaction, d'avoir toutes ces informations juridiques. Ça donne aussi du poids à ton récit, parce que tout est sourcé, comme l'a dit Shannon. Du coup, nous, on peut s'informer rapidement. Je pense que tu as dû contacter des proches, tu as dû t'informer sur Internet, suivre regarder des vidéos, mais ça montre aussi que écrire un livre, c'est pas seulement avoir une histoire en tête et l'écrire. Ça nécessite parfois de faire des recherches très précises, très poussées. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite promo pour toi, c'est que sur ton compte Instagram, notamment, tu as mis des petits extraits de la fin de ton livre. Et je pense que peut-être que tu en mettras d'autres, peut-être que nous aussi on en mettra si tu le veux bien, pour vraiment que ce soit connu de tout le monde, parce que c'est vraiment des règles de base qu'il faut connaître, qu'on ne connaît pas assez, mais qu'on est censé connaître. Hein. La loi dit qu'on doit tout connaître, mais là encore, qui n'est pas connu. C'est une forme d'éducation qui je trouve nécessaire. D'ailleurs, aussi une autre question, parce que ça, pour le coup, c'est plutôt personnel. Tu parles russe? On peut dire ça un peu. Enfin, ce que je dis toujours, c'est que je comprends mieux que je parle, mais ouais, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je ne suis pas d'origine russe, mais c'est une grande part de la manière dont je me suis construite, on va dire, sans trop raconter non plus. Et du coup, j'ai voulu mettre ça dans ce livre-là qui était important pour moi. Ouais. Je voulais quand même préciser, parce que du coup, on est parti sur le russe, mais on n'en avait pas parlé avant et je voulais en parler. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est ton choix que Sophia soit d'origine russe et du coup, elle est musulmane, et de montrer que, en fait, il y a des musulmans au-delà de l'amalgame qu'on fait avec les personnes d'origine maghrébine, etc. Non, il y a aussi toute une communauté musulmane au-delà, en Russie, en Inde, partout, en fait, et nous, en fait, on fait tellement l'amalgame, et je trouve que même dans le livre, dans les altercations que Sophia a avec les gens en fait font l'amalgame, si elle est musulmane, enfin si elle a un foulard, c'est qu'elle est musulmane, et si elle est musulmane, elle est arabe. Je cite un peu clairement ce qui se passe. Bah non. Et en fait, j'ai trouvé ça très bien que tu exploites en fait le fait que non, elle a une autre origine, et du coup montrer aussi, mettre en lumière d'autres communautés musulmanes qui existent tout simplement. Oui, bah ça c'est le grand classique, on va dire, hein, tout ce qui est arabe et musulman et tout ce qui est musulman est arabe. Les deux sont faux, voilà, spoiler alerte. Euh, et moi, c'est vraiment un truc qui m'exaspère parce que je suis d'origine française, je suis blanche, mais je suis musulmane, je porte le foulard, ça se voit. Du coup, on me prend pour une arabe, une maghrébine, et quand on me pose la question qui est déjà indiscrète et déplacée, et que je réponds, bah, je suis française, on me dit, non, mais vraiment, non, mais tes parents, ils sont de quelle origine? Mais tes grands-parents, ils sont de quelle... Et en fait, enfin, je passe sur le côté vraiment insultant et déplacé de cette question, mais ça montre vraiment que c'est impossible pour certaines personnes qu'il y ait des musulmans et des musulmanes qui ne soient pas d'origine maghrébine. Parce que ça a été comme ça que l'islam est arrivé en France avec l'immigration. C'était il y a des années, maintenant c'est plus du tout ça. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam, il y a des communautés musulmanes dans tous les pays. Et ce que je voulais un peu casser comme cliché ici, c'était de montrer, oui, qu'il y avait des personnes d'autres origines qui pouvaient être musulmanes. Il y a des Français qui sont musulmans dans mon livre aussi parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment un des clichés que je voulais déconstruire parce que c'est énervant à force. Et c'est le genre de questions avec lesquelles j'ai plus trop de patience parce que autant je peux comprendre qu'on pose des questions parce que ah bah j'ai jamais rencontré de musulmans avant, bah, j'aimerais savoir ça. Je peux comprendre tant que c'est fait dans la forme qu'il faut, je réponds à tout. Par contre, ce genre de questions, quand je viens de rencontrer quelqu'un, c'est hey, t'es de quelle origine? Ben, toi, est-ce que moi je te demande t'es de quelle origine? Bah non, et ce serait déplacé. Donc ça, ouais, vraiment, j'en ai par-dessus la tête de ces questions-là. Donc voilà, j'ai voulu faire ça dans ce livre aussi. C'était l'occasion. Au moins, la question est posée et il y a la réponse dans le livre. Donc, au moins, on sait comment réagir à chaque fois. Alors, si vous voulez bien, une dernière question, j'ai toujours rêvé de la poser à quelqu'un, celle-ci. Je me suis dit, merci, Antoine Écrivain. Une question très sérieuse, une question très difficile peut-être. Miana, pour toi, c'est quoi le secret d'une bonne histoire? En tant qu'autrice ou en tant que lectrice?
ou un peu, Les deux d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir les deux points de vue. Et Shannon, si tu as un avis aussi, je veux bien l'entendre. le secret ou les secrets? Il peut y en avoir plusieurs. Euh, en fait, moi, en fait, en écrivant, j'essaie de reproduire ce que j'ai bien aimé, pas dans les histoires, mais dans la forme, dans les moyens pour arriver à un livre que j'ai bien aimé. Et pour moi, je pense que c'est de l'émotion, je dirais ça, parce que c'est des choses, enfin, on ressent toutes et tous des émotions. Et à la lecture d'un livre, si il me laisse indifférente, je passe pas un bon moment. Et je m'ennuie un peu, je m'attache pas forcément au personnage, je m'identifie pas et du coup, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Alors que quand tu es prise dedans par les émotions, quelles qu'elles soient, elles peuvent être négatives, elles peuvent être positives. Et pour moi, c'est bon, je suis dedans et j'en sors plus. Donc, je pense que le secret d'une bonne histoire, je dirais ça, parce que pour moi, ça implique aussi beaucoup de choses. Ça implique des personnages attachants. Donc ça, c'est un peu le moyen aussi pour en arriver là. Ça implique une intrigue aussi qui est haletante. Donc, je pense que je resterai sur ça en disant les émotions. Shannon? Moi, je suis prise de court par ta question, même si tu me l'avais déjà formulée. Y répondre, compliqué, hein, c'est compliqué. Je sais pas, j'ai pas. C'est plus du feeling peut-être. Mais c'est vrai que Je suis c'est. assez, Oui. Ouais. je suis assez d'accord avec Miana sur les émotions. Je trouve que c'est très important. Les personnages qui soient attachants et qui soient entre guillemets réalistes, c'est-à-dire qu'ils aient des réactions réalistes, enfin, vraiment des personnages auxquels on peut s'identifier. Après, je trouve que je lis un peu de tout, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, une histoire assez. Après, une intrigue haletante, oui, bien sûr, mais après, c'est pas obligé. Vraiment, ouais, les émotions, les personnages. Je pense que les personnages, c'est vraiment sur ça que tout se base. Et c'est ce sur quoi on va terminer ce premier numéro de la saison d'Entre nous, un peu ce hors-série, grâce à notre invité de marque, Miana. Mais tout d'abord, merci Shannon, comme toujours, d'avoir assuré cette discussion d'une main de maître. Merci à toi, Florent. Merci à toi, Miana. Ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir, de discuter de ton roman. Et première émission avec un invité. Peut-être que ça mènera à d'autres invités. Ça, c'est l'avenir nous le dira. C'était toujours un plaisir, Parce Miana. que Ouais, vas-y. ouais, c'était vraiment chouette de passer ce moment avec vous, d'avoir vos retours un peu en direct. Et j'aime beaucoup quand j'ai des retours de lecture et surtout pour ce roman-là parce que c'est souvent ça interpelle les gens et c'est assez profond. Donc j'aime bien quand on prend le temps de pouvoir expliquer les choses et moi ça m'enrichit toujours et ça me fait aussi beaucoup réfléchir. Donc merci pour vos retours. Et j'ajouterai une dernière chose. On me demande souvent si, à la lecture, après avoir lu le roman, on me demande souvent si c'est des choses que j'ai moi-même vécues, que je décris dans le roman, tout ce qui est microagression, agression physique, verbale, tout ce qu'il peut y avoir. Et moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est que je n'ai absolument rien inventé. J'ai rien inventé. C'est soit des choses qui sont arrivées à moi, à mes sœurs, à mes amies musulmanes, soit des choses que j'ai pu trouver sur Internet, des témoignages de femmes musulmanes qui ont vécu des choses assez horribles. Et parce qu'une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que c'était un peu exagéré. Donc, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui pensent ça que c'est que des choses qui sont passées pour de vrai. Et je pense que c'est une information importante à avoir pour peut-être aussi cogiter là-dessus et se dire que c'est une réalité qui existe, même si on la voit pas, même si on l'invisibilise, c'est une réalité qui existe. Exactement, ça c'était nécessaire de le souligner pendant cette émission. On voulait en parler et cette information est passée à la fin, mais elle est essentielle, donc c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit à la fin de l'émission. Et ça permet d'avoir aussi peut-être un autre regard. Si jamais on doit relire le livre ou si un nouveau lecteur doit lire le récit, que c'est inspiré de faits réels, 100% de faits réels, et ça renforce l'idée que c'est des choses qui existent encore trop souvent aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir suivi, écouté cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur YouTube et en podcast, grande nouveauté 2021. Et d'ici là, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité et sur le réseau social, bien sûr, les réseaux sociaux de Miana. Merci à vous, à très vite.